bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale consacrée à la rupture des relations entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan. Après 24 ans de coopération, Ouagadougou a décidé hier 24 mai de quitter Taipei pour Pékin. L'information a été donnée par le patron de la diplomatie burkinabé, Alpha Bari. Alors, comment peut-on analyser ce nouveau divorce avec la Chine-Taïwan? Quels sont les enjeux de ce choix et surtout, qu'est-ce que le Burkina Faso peut ou va gagner dans ce rapprochement avec la Chine populaire? Autant de questions qui trouveront réponse au cours de cette émission avec nos invités. Il s'agit de M. Bruno Zidouemba, ancien ambassadeur du Burkina Faso. Bonsoir. Nous avons avec nous M. Oumarou Yougo, qui est le vice-président en charge de l'industrie à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons avec nous M. Karim Démé, point focal de la République de Chine, Taïwan au Burkina Faso. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous M. Siaka Koulibaly, juriste et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est une nouvelle ère de l'histoire et de la diplomatie burkinabé qui s'ouvre avec la décision du Burkina Faso de mettre un terme à ses relations diplomatiques avec la Chine-Taïwan. Vous êtes donc des observateurs et en tout cas de la vie politique au Burkina Faso. Alors, monsieur l'ambassadeur, comment vous avez accueilli l'annonce de la rupture des relations diplomatiques avec la Chine-Taïwan? Merci de cette occasion que vous me donnez de m'exprimer sur cette question qui est une question d'actualité. Comment j'ai accueilli l'information? Bon, je dirais avec sérénité, pas en tout cas avec surprise, parce que depuis un certain temps déjà, il en était question. Et la presse burkinabé l'avait évoqué et on s'y attendait plus ou moins. On pensait que c'était une question de date. Cela est intervenu hier et cela a été rendu public hier et je crois que le gouvernement a dû faire une évaluation de ses relations avec Taipei avant de prendre cette décision. En tout cas, cette décision est prise, elle nous engage tous et nous devons tous l'assumer. Voilà comment je conçois la chose. Alors, M. Koulibaly, on peut déjà dire que c'est la deuxième fois que le Burkina Faso tourne le dos à la Chine-Taïwan. Oui, tout à fait. Mais je pense que dans le cas d'espèce, on est un peu obligé d'utiliser le terme de rupture. Ça donne un aspect dramatique à la chose, mais je pense qu'il s'agit d'une application d'une certaine réelle politique où le gouvernement a fait la part des choses entre rester dans un partenariat, je dirais, assez politique qui était peut-être supportable à d'autres moments. Et sous le régime Compaoré, par exemple, il y avait une aide internationale suffisante pour qu'on puisse se permettre certaines relations diplomatiques qui sont juste complémentaires. Aujourd'hui, on a une autre situation qui oblige à calculer les deniers. On est obligé de compter toutes les pièces. Et du coup, le gouvernement a fait des calculs, j'imagine, et s'est rendu compte que si on a une diplomatie de développement, de soutien au développement avec la Chine-Taïwan, en revanche, on a quelques limites du côté purement commercial. Peut-être que les experts de la question vont nous en parler. Si bien que peut-être ça peut présenter un handicap pour certains aspects, la balance extérieure, voilà. Et il y a aussi les dimensions géopolitiques et ainsi de suite qui peuvent être prises en compte. D'accord. Alors on peut dire, Monsieur Démé, avec vous que ça n'a pas du tout été une surprise parce que, étant le point focal de la République de Chine populaire, vous étiez peut-être au courant des tractations déjà qui se menaient pour que le Burkina Faso parte vers la Chine populaire. Je vous remercie. Si je dis que c'est une surprise, je ne pense pas que c'est le cas, parce que quand vous regardez autour de nous, particulièrement en Afrique, depuis un bout de temps, beaucoup de pays
n'entretiennent plus de relations avec Taïwan. Donc, vous vous imaginez, et tout récemment, il y a des pays qui ont fait défection, et il ne restait seulement que le Burkina Faso et le Swaziland. Le Burkina Faso qui était comme un grand pays. Donc, il était tout à fait normal qu'on croit que ça viendra un jour. Et quand on connaît la puissance de la Chine dans le monde, qui est économiquement très fort, qui a un pouvoir au niveau du Conseil de sécurité, qui est la deuxième puissance économique mondiale, et je me dis que le choix du Burkina, c'était tout à fait évident au regard de la volonté du gouvernement de pouvoir réaliser certains projets d'envergure. Donc, ce n'est pas du tout étonnant pour nous et on sentait les choses venir. D'accord, M. Hugo. Comment donc vous avez vécu donc ce moment? Est-ce que ça a été comme une satisfaction pour vous en tant qu'acteur du monde économique? Je vous remercie d'abord de nous inviter à ce plateau. Je crois qu'en tant qu'économiste d'une part, mais en tant que vice-président de la Chambre, nous raisonnons avec beaucoup de froideur. Parce que d'abord, je dois saluer la décision du gouvernement burkinabé, car nous, en tant que Chambre de commerce, nous entretenons une relation assez poussée avec la Chine-Taïwan, qui d'ailleurs, au dernier événement d'Africalia, était la première nation internationale à participer en termes de subventions et en termes de participants. Cependant, malgré les investissements qu'ils ont faits en termes de formation à Lumbila, malgré ce partenariat effectivement qui date de 24 ans, se cache quelque chose d'extraordinaire, c'est que la France, par exemple, qui était le premier pays d'importation du Burkina, depuis 2013 est passé 4e ou 5e, la Chine est devenue le premier pays où vont les Burkinabés. Il ne se passe pas un mois où entre 500 à 1000 personnes n'aillent pas en Chine. Ça, c'est la réalité que nous avons au niveau de la Chambre de commerce. Quelle Chine La Chine populaire, okay. La Chine continentale. Deuxièmement, en termes d'exportation, la France, qui était là aussi première ou deuxième, est passée au second plan. La Chine populaire est devenue quasiment numéro 2. Et comme il l'a dit tout à l'heure, Karim Démé, c'est la deuxième puissance économique du monde. Nous, de notre ornière en tant qu'homme d'affaires, c'était assez frustrant. L'impact réel sur les exportations burkinabées, pour parler du sésame par exemple, les Burkinabés étaient obligés de détourner l'origine du sésame pour l'exporter, vendre avec la Chine continentale. Pourquoi? Parce que ce particularisme du partenariat avec la Chine-Taïwan vous dit, vous pouvez travailler avec nous, mais vous ne pouvez pas travailler avec la Chine populaire. C'est cette exclusion qui fait du mal à la Chine-Taïwan. Je pense que, comme il l'a dit tout à l'heure, Siaka, la réelle politique impose aujourd'hui que la Chine-Taïwan ne soit pas exclusive. Aujourd'hui, vous avez bien vu les retournements de situation en matière de diplomatie internationale, c'est simplement lié aux intérêts des nations. On n'est plus dans des relations idéologiques, on n'est plus dans des relations partisanes, on est dans des relations réalistes liées aux intérêts des nations. Je crois qu'aujourd'hui, il se prépare en septembre le forum Chine-Afrique en septembre. Je connais des Burkinabés qui étaient prêts à aller s'inscrire sur les listes ivoiriennes, nigériennes, maliennes pour y aller, parce qu'ils ne peuvent pas partir à partir du Burkina. Donc, diplomatiquement parlant, je pense que peut-être que l'État burkinabé a soldé ses affaires avec la Chine en termes de coopération, mais il va sans dire qu'il faut que la Chine-Taïwan réfléchisse à comment réorganiser sa vision pour ne pas s'éteindre économiquement. En tout état de cause, le secteur privé se réjouit, pas forcément d'une manière extravagante, mais ça règle des problèmes diplomatiques, d'accès aux visas. Déjà, on n'avait pas de représentation diplomatique, c'était la croix et la bannière pour avoir les visas. Ça créait des surcoûts pour des gens qui allaient en groupage au marché pour aller acheter du matériel. C'était la croix et la bannière pour avoir les visas. Je crois qu'on vient régler un problème existentiel en termes de commerce et en termes purement de réelle politique, comme l'a dit Siaka tout à l'heure. Justement, sur le plan commercial, est-ce que ça veut dire que la Chine-Taïwan ne représente pas assez donc, de poids pour le Burkina Faso? Ils sont classés nulle part. Je vous ai donné les statistiques tout à l'heure. Jusqu'en 2013, la France tenait le flambeau. Aujourd'hui, c'est la Chine en matière de pays d'exportation, ils sont deuxième. Et d'ailleurs,
après la Chine, aujourd'hui, vous avez les USA, vous avez l'Inde et ainsi de suite, qui sont en train de changer totalement la donne, liée à la réalité, liée aussi à l'abnégation, la mentalité. Le commerçant d'aujourd'hui a accès au net, il est beaucoup plus formé, les gens savent ce qui se passe sur le marché et ils vont là où se trouvent purement et simplement leurs intérêts. Cela ne veut pas dire que la Chine, Taïwan n'a pas fait quelque chose, mais c'est bon, mais véritablement, ce n'est pas arrivé. D'accord. Alors, Monsieur Zidouemba, est-ce que vous avez la même vision de la chose? On a vu que le partenariat avec la Chine-Taïwan était basé en tout cas sur des projets de développement dans le domaine de la santé, de la formation professionnelle, de l'agriculture. On parle du projet rue pluviale. Monsieur Hugo a parlé donc de la formation avec la construction de plusieurs centres. Il y avait au total en tout cas 19 projets donc, qui étaient financés par la Chine, Taïwan au Burkina Faso. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, avec le retrait du Burkina et de bien d'autres pays, comme cela a été dit, on peut penser que la Chine, Taïwan n'a pas assez fait pour garder ses relations avec le Burkina? Je n'ai pas les éléments pour évaluer réellement ce que Taïwan a fait ou n'a pas fait, mais je crois qu'il faut quand même se rendre compte d'une réalité. Le Burkina Faso souffre de plusieurs maux. Il y a les problèmes de développement. Il y a aujourd'hui un autre défi, le défi de la sécurité. C'est un élément nouveau parce que il y a 20 ans, le Burkina Faso ne connaissait pas cette situation. Et tous les jours, nous vivons cette situation, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, à Ouagadougou même, le terrorisme a encore frappé. Donc c'est un nouveau défi. Et pour faire face à ce défi, il faut prendre de nouvelles mesures, il faut nouer de nouvelles alliances. C'est dans ce sens que nous avons créé avec d'autres pays de la région le G5. Et le G5, c'est mettre les efforts ensemble pour faire face au même ennemi qu'est le terrorisme. Nous l'avons fait et nous nous sommes rendus compte que nos seuls moyens ne suffisaient pas. Il nous fallait faire appel aux moyens extérieurs, notamment à l'appui du Conseil de sécurité ou des Nations Unies. Or, il se trouve que notre partenaire du moment, qui était la Chine de Taïwan, ne faisait pas partie des Nations Unies, surtout pas du Conseil de sécurité. Et vous savez que la Chine de Pékin est membre permanent du Conseil de sécurité et détenteur du veto. Et lorsque le Burkina, avec le G5, va s'adresser au Conseil de sécurité pour demander de l'assistance, reconnaissez qu'on est mal à l'aise lorsque nous savons qu'un des membres permanents détenteurs du veto, nous n'avons pas de relations diplomatiques avec lui. Je crois que le dénouement actuel de ce côté-là nous rend la tâche beaucoup plus facile et nous rend beaucoup plus à même de protéger, de nous protéger et de négocier les appuis nécessaires pour le faire. Donc pour moi, je crois que la rupture des relations est intervenue au bon moment, surtout pour nous aider face à ce nouveau défi qu'est la lutte contre le terrorisme. D'accord, M. Koulibaly, le Burkina a finalement fait le bon choix. Oui, j'allais évoquer l'argument que l'ambassadeur vient de présenter, à savoir cet aspect diplomatique et géopolitique qui, en quelque sorte, était un handicap pour le Burkina Faso. Au-delà même de la question sécuritaire, il y a qu'on est en train d'avancer au plan mondial vers une sorte de retour de la bipolarisation, entre d'un côté les puissances occidentales, États-Unis, France, Allemagne et Angleterre, et puis de l'autre, un peu la Chine et la Russie. Donc, il serait bon, diplomatiquement, d'avoir peut-être un contact des deux côtés pour éviter de se faire enfermer dans les querelles habituelles. Et d'ailleurs, concernant le G5 Sahel, vous savez qu'il y a quelques heures seulement, les États-Unis ont annoncé en quelque sorte leur refus d'accompagner le G5 Sahel au profit de l'accord d'Alger. Et on sait que
étant un des pays intervenants dans le Sahel-Sahara, c'est extrêmement important la position que les États-Unis vont défendre. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir un poids lourd dans son escarcelle, de telle sorte à pouvoir ouvrir des pistes alternatives. Hein, si par aventure le G5 en arrivait à être bloqué, puisque actuellement il n'y a que les contributions de nos États, et puis quelque part la France qui a réussi à mobiliser quelques pays du Golfe pour nous accompagner. Donc il faut aller un peu plus haut, je pense au niveau géopolitique, pour tenter de jouer afin de nous donner de meilleures cartes de réussite par rapport à nos questions. D'accord. Alors, on va revenir avec l'ambassadeur pour juste nous expliquer un peu comment ça se passe de façon pratique dans le cas d'espèce. Voilà, après une rupture de relation comme ça, comment les choses se passent? Est-ce qu'il y a un délai pour que les ambassades des deux côtés soient fermées? Il y a aussi le cas des étudiants burkinabés qui sont donc en Chine, Taïwan. Comment tout cela se gère? Il y a un délai, on a parlé de 48 heures pour que les chefs de mission quittent leur poste. Les chefs de mission, c'est les ambassadeurs. Mais il y a beaucoup de souplesse dans l'application de cette règle. Les chefs de mission peuvent partir, ça ne veut pas dire que tous les diplomates ont déjà fini de faire leur valise et ont quitté le pays. Donc, il y a une souplesse. Les relations diplomatiques sont après tout des relations humaines et comme tout être humain, il y a certaines dispositions, il y a certains temps dont on a besoin pour s'apprêter. Vous avez parlé du cas de nos étudiants à Taïwan. Effectivement, c'est un problème préoccupant. Et pas plus tard que ce matin, j'ai appris que le gouvernement a déclaré que des dispositions avaient été prises en leur faveur de manière qu'ils puissent être transférés dans d'autres pays voisins et certainement dans notre nouvelle amie, la Chine populaire. Et nous avons la chance que les deux Chines parlent la même langue, l'enseignement est professé dans la même langue. Je pense qu'avec la disponibilité de la Chine populaire, on pourrait trouver des places dans les universités chinoises pour permettre à nos étudiants de poursuivre sans que cela n'affecte grandement cette scolarité. D'accord. Alors, on va revenir avec vous, Monsieur Demé, pour parler donc des aspects positifs, si on peut s'exprimer ici, donc de cette rupture et du rapprochement avec la République de Chine populaire. Qu'est-ce que le Burkina peut gagner concrètement en allant donc vers la Chine populaire? Je pense que le Burkina a beaucoup à gagner. Tout à l'heure, mon frère Hugo en a fait cas. Je vais citer d'abord le cas du sésame. Rien que hier soir, un des acteurs principaux du sésame m'a interpellé et m'a dit « Nous sommes soulagés. » Parce que depuis un bout de temps, notre sésame est exporté frauduleusement en Chine. On passe par Lomé et quand on regarde dans les statistiques, Lomé devient presque un pays exportateur de sésame au détriment du Burkina. J'étais tellement étonné et il m'a donné des chiffres. Il me dit, est-ce que vous savez combien quel tonnage Taïwan exporte notre sésame? J'ai dit non, 2000 tonnes. Et en contrepartie, le sésame qui est exporté frauduleusement par le biais des pays limitrophes, 168 000 tonnes de sésame est exporté en République populaire de Chine. Imaginez-vous. La différence est énorme. La différence est énorme. Prenons le cas du coton. Vous savez que notre coton n'est pas exporté directement au niveau de la République populaire de Chine. Ça passe par des intermédiaires. Si nous avons des relations
quand vous regardez ce que le coton représente pour le Burkina, pourquoi ne pas avoir des relations directes avec le principal consommateur? À partir du moment où 75%, quand vous regardez dans les statistiques, 75% de notre coton est consommé par la République populaire de Chine. C'est la réalité économique de nos acteurs qui sont sur le terrain, des paysans du monde économique. Aujourd'hui, regardez, il a donné un chiffre concernant les commerçants qui partent en Chine, en République populaire de Chine. Ils sont nombreux. Dans le temps, c'était la croix et la bannière. Il fallait chaque fois se déplacer en Côte d'Ivoire, à Lomé, aller attendre 2 semaines pour pouvoir avoir un seul visa pour partir. Regardez le temps perdu, le coût du séjour, le coût du transport. C'est par le biais du point focal que nous avons réussi à amoindrir ça pour permettre à tous les opérateurs économiques de déposer leurs dossiers sur place à Ouagadougou. On les traite et on envoie au niveau d'Abidjan. Ils établissent les visas et on nous les retourne. Et c'était un ouf de soulagement. Et je pense que aujourd'hui, vous savez que au niveau des minéraux, la Chine a besoin de beaucoup de minéraux. Nous avons un potentiel énorme et nous avons besoin de partenaires fiables. Et j'estime que la Chine est incontournable dans ses besoins de minerais pour le Burkina. D'accord. Alors, M. Hugo, la Chine est incontournable. Alors, est-ce que ce rapprochement avec Pékin donc, va permettre de booster davantage, comme vous l'avez dit, vous avez donné des statistiques déjà assez étoffées. Est-ce que cela va vraiment donner plus d'opportunités d'affaires au monde économique burkinabé? Indubitablement, sans relations diplomatiques, si depuis 2013, les statistiques ont infléchi en faveur de la Chine, qui est passée en seconde position et en première position au niveau des importations, c'est bien évident qu'avec cette relation diplomatique, les choses vont changer. On a même perdu du temps. Je peux vous citer, il y a un pays de la sous-région dont je ne citerai pas le nom. La Chine est devenue le premier acteur financier de ce pays. Très clairement, sur les grosses infrastructures ferroviaires ou de routes, ils ont une technologie aujourd'hui capable d'apporter à tous ces pays africains, et quelques pays de la sous-région ont bénéficié de cela. Bon, il est clair que dans l'euphorie, il ne faut pas aussi qu'on s'illusionne. La Chine est devenue comme les USA, c'est une grande nation qui se bat pour ses intérêts. Il faut qu'au plan diplomatique, l'État puisse faire ce qu'il faut pour s'installer, mais dans les négociations, il faut aussi que nous soyons fermes pour garantir les intérêts et ne pas aussi rentrer sur des contrats haineux. Les contrats haineux, c'est quoi? Il y a des contrats souvent qui sont, et le jeu qui vous mettent peut-être 100 milliards ou 1 milliard d'euros sur la table, mais le contrat vous lie sur vos enfants, vos arrière-petits-enfants, et c'est extrêmement délicat. Dans les négociations, je pense que nous, côté privé, on va maîtriser la chose. Je pense aussi qu'au niveau de l'État, il faut que nous soyons vigilants, que cette euphorie puisse être des relations gagnant-gagnant. Clairement, je crois que c'est une excellente chose. Le forum Chine-Afrique de septembre va être un cadre, parce que je pense que nous allons probablement y aller. J'espère que le gouvernement va y aller, mais le secteur privé sera présent pour non seulement présenter les projets structurants, voir avec les hommes d'affaires chinois et la Bank of China, avec qui on est déjà en relation, ce que nous pouvons faire en matière de BOT, en matière de PPP. La Chine est le seul pays aujourd'hui pouvant vous mobiliser jusqu'à 1 milliard d'euros sans trembler sur des projets d'État. Vous ne pouvez pas faire en matière de rail, en matière d'autoroute jusqu'en Côte d'Ivoire sans avoir ces types de financement. Le bricolage qu'on fait avec certains pays ou avec certaines institutions ne suffisent pas à un État comme le Burkina de garantir des infrastructures sur 20, 30, 40 ans. Et c'est ce dont le secteur privé a besoin aujourd'hui pour pouvoir booster l'économie, pour que le bâtiment, les grands projets puissent faire redescendre de l'argent en bas pour les PME, PMI. D'accord, oui, M. Koulibaly, vous pensez la même chose. Le développement du Burkina Faso peut aller un peu plus rapidement avec le
le rétablissement, si on peut le dire ainsi, des relations avec la Chine populaire. Oui, je crois. Comme je l'ai dit tantôt, je pense que le gouvernement a dû procéder à une évaluation très fine de la situation, évaluer l'ampleur de notre coopération en termes d'acquis concrets que nous gagnons avec la Chine-Taïwan, et puis ce que pourraient être les acquis que nous aurions avec la Chine populaire, la Chine de Pékin. Et à mon avis, comme l'a dit Hugo, je pense que cela a été un peu tard quand même, parce que l'idée était soumise depuis pas mal de temps, eu égard aux difficultés qu'on rencontrait sur le plan commercial, sur le plan aussi géopolitique, on l'a évoqué avec l'ambassadeur ici. Donc pour moi, même au niveau privé, au niveau ménage, il y aura certainement un gain important que nous aurons avec la Chine. Il y a des capitales de la sous-région, lorsque vous allez, vous trouvez les Chinois dans le petit détail, les petites entreprises, je veux dire. Et ça, c'est un apport qualitatif, même s'il y a des aspects sur lesquels on peut perdre en comparaison, mais il y a quand même des bons qualitatifs qui vont être réalisés au niveau des petites et moyennes entreprises, du fait donc de la venue très certainement des entreprises chinoises ici. Et comme vous le savez, ce ne serait pas la première fois, nous avons déjà été en relation avec la Chine de Pékin. C'est malheureusement la clause d'exclusivité qu'exige la Chine de Taïwan qui lui crée toutes ces difficultés au plan diplomatique et international. Peut-être que la rupture actuelle du Burkina avec la Chine de Taïwan va avoir un impact positif dans ce sens-là, pour dire à la Chine de Taïwan, bon, finalement, nous n'avons presque plus rien sur le continent africain. Il faut peut-être révisiter notre approche diplomatique vis-à-vis des pays africains et lever la clause d'exclusivité, permettre que la Chine de Pékin soit présente au même moment que la Chine de Taïwan dans un pays, par exemple. Ce qui peut les faire retrouver une partie de ce qu'ils vont certainement perdre avec cette rupture que nous venons d'avoir. Autrement dit, je sais qu'au plan individuel, au plan des ménages et des petites et moyennes entreprises, il y aura très certainement un gain important. Déjà, la facilitation des relations commerciales, c'est sûr que notre balance commerciale va s'améliorer de ce seul point de vue. Et puis, je pense que c'est finalement une très bonne chose. Oui, sur le plan des entreprises, sur le plan industriel, il y a le reproche également qui est fait à la Chine populaire d'envoyer des unités, mais accompagner des employés également sans trop employer les populations locales. Ça, je pense, ça dépend des politiques internes de nos pays. La même situation existait avec d'autres puissances par le passé. Ça a été négocié et je pense que cela a été corrigé. Il suffit, lorsqu'on passe les contrats avec les entreprises ou avec l'État chinois, de préciser que c'est un pays en développement qui a besoin d'un transfert de technologie, un transfert de savoir-faire, un transfert de connaissances. D'ailleurs, nous envoyons nos étudiants en Chine pour apprendre pourquoi est-ce que, au plan concret de la production, on n'aurait pas une formation directe, continue, avec les entreprises qui vont venir. Ça, c'est une question de diplomatie. Je pense que le gouvernement a dû également inclure ça dans ses analyses avant de procéder à ce changement de cap. D'accord, oui. Monsieur Demey, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport à, entre griffes, l'envahissement d'employés chinois qui pourraient, en tout cas, ou bien qui est arrivé dans certains pays. Est-ce que tous les garde-fous, en tout cas, ont été pris à ce niveau pour que cela n'arrive pas au Burkina? Et je pense qu'on est dans un processus. D'abord, il y a la rupture des relations. Ça ne veut pas automatiquement dire que entre le Burkina et puis la République populaire de Chine, il y a déjà des relations diplomatiques. Donc, c'est la nuance. Le ministre Alpha Bari est déjà parti à Pékin pour mais donc, il faut formaliser ces relations. Supposons que c'est formalisé. Je pense que de plus en plus, quand vous regardez dans les pays limitrophes, cette politique d'envahissement n'est pas de rigueur actuellement. Regardez la Côte d'Ivoire, regardez le Niger. La Chine a besoin de ses compétences à l'interne même. Et le plus souvent, j'ai visité la Côte d'Ivoire, certains grands projets, 90% du personnel, c'est des locaux. Voilà. C'est le staff technique qui est le plus souvent
des Chinois qui viennent pour faire ça. Voilà. Donc, si je reviens au niveau de, au niveau de l'économie, aujourd'hui, le gouvernement burkinabé a des sérieux problèmes au niveau de l'électricité. Vous remarquez qu'il y a suffisamment de coupures. On a des problèmes en eau potable. Il y a souvent des coupures d'eau. Il faut un partenaire stratégique comme la Chine qui peut lever suffisamment de fonds. Aujourd'hui, comme mon frère Hugo l'a dit, 1 milliard de dollars, ce n'est que des détails pour la Chine aujourd'hui. Il nous faut un partenaire pour quand même, depuis presque 20 ans, on a chaque année, on a toujours le problème récurrent de délestage. Il faut que ça prenne fin. Alors vous pensez qu'avec la Chine populaire, ce problème peut trouver... Ce problème peut trouver une solution en moins d'1 année ou de 2 années. Voilà. D'accord. Parce que quand vous regardez la Côte d'Ivoire, ils ont mis en Côte d'Ivoire à côté le barrage de Soubré. Uniquement que le barrage de Soubré que les Chinois ont financé, la capacité du barrage de Soubré peut suffire intégralement aux besoins du Burkina. Un seul barrage qu'ils ont réalisé. Donc, il suffit de négocier et de mettre les priorités du Burkina, négocier avec la République populaire de Chine. Et les priorités, je pense qu'on pourra trouver des solutions. D'accord, oui. M. Hugo voudrait réagir par rapport à... Je suis un néo-résident ivoirien depuis 2012. J'interviens dans l'électrification rurale. Je peux confirmer ce qu'il vient de dire. Il y a le barrage de Soubré, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'électrification en zone rurale et il y a les énergies renouvelables. Ce qu'il dit clairement correspond à notre pensée au niveau de la Chambre de commerce et du secteur privé. Si aujourd'hui l'État faisait un choix sur les rails, sur les autoroutes, sur les grands projets, de lever les fonds avec les Chinois, nous sommes prêts à les accompagner. Déjà, nos relations personnelles avec la Bank of China, sur un certain nombre de pays qui ne sont pas le Burkina, nous avons déjà bénéficié d'un certain nombre de financements pour réaliser des projets là-bas. Et le barrage de Soubré dont il dit, il n'y a pas que ça. Il y a le barrage, mais il y a aussi les énergies renouvelables où ils sont en avance. La Chine dit à 20-24 ans, effectivement, nous, ce que nous retenons de la Chine, c'est le stade du 4 août. Effectivement, ils ont amené des ouvriers, donc les gens ont gardé cette mémoire. Mais la nouvelle Chine, aujourd'hui, elle a totalement changé. Elle veut faire des transferts de technologie. Mais c'est aussi le pays qui accueille, qui négocie et qui impose les règles. Les Chinois ne peuvent pas nous envahir à notre détriment. Mais clairement, dans les 5-6 ans qui viennent, si l'État burkina se donnait comme une priorité les rails, les routes, l'énergie, même la santé, il y a franchement des pistes à hauteur de 10 milliards d'euros. Les Chinois n'ont pas peur. Oui, monsieur l'ambassadeur, réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport au potentiel en tout cas d'investissement de la Chine. Il est certain qu'aujourd'hui, le plus grand investisseur en matière d'infrastructure en Afrique, c'est la Chine. Je peux citer des cas. Prenez le cas de l'Éthiopie. Vous avez entendu parler du Grand Barrage. Vous avez entendu parler du chemin de fer Addis Abeba-Djibouti. Je prends encore le cas de l'Éthiopie. Vous savez que le nombre d'usines de textiles chinoises en Éthiopie, on ne les compte plus. Et vous savez d'où vient le coton? Principalement du Burkina Faso. Aussi bien pour les usines chinoises que les usines turques en Éthiopie. Alors, pourquoi la Chine n'installerait pas ses usines de textiles au Burkina Faso? Une autre matière première dont nous ne parlons pas, le cuir. Encore une fois, je connais l'exemple de l'Éthiopie. Le nombre d'usines de fabrication de cuir ou de chaussures ou de sacs ou de vestes en cuir en Éthiopie, animés par des investissements chinois, ça ne se compte pas. Nous sommes un pays de producteurs de cuir. La Chine peut intervenir dans ce domaine. Et mieux, et M. Demain a cité le domaine des matières premières. Nous sommes un potentiel en Afrique de l'Ouest. Et la Chine est insatiable en matière
dans ce domaine-là. Donc, je crois que les domaines d'investissement sont innombrables au Burkina. Et il y a un autre domaine, vous avez entendu parler de la boucle ferroviaire. Le chemin de fer, ce n'est pas seulement Abidjan-Ouara. Nous avons d'autres ambitions. La boucle ferroviaire qui nous met en contact avec le Niger, le Bénin. Et d'ailleurs, dans le cas de la boucle ferroviaire, le principal investisseur pressenti, c'est la République populaire de Chine. Et évidemment, faisant partie de l'ensemble des pays intéressés, nous étions mal à l'aise d'aller négocier pour la réalisation de ce projet si nous n'avions pas de relations diplomatiques avec la Chine. Je crois que nous avons beaucoup à gagner. Il ne faut pas non plus, comme l'a dit, il ne faut pas non plus croire que tout va nous tomber du ciel. Nous allons aller la tête froide, il faut négocier. Tirons leçon de ce que les autres pays ont capitalisé comme leçon. Parce que la Chine a changé. Il fut un moment où ils ouvraient la bourse à tous ceux qui voulaient les reconnaître. Aujourd'hui, nous sommes les derniers à venir. Donc, la Chine n'est plus aussi pressée qu'avant. Oui. Donc, allons-y à un rythme maîtrisable et négocions selon nos besoins. Nous sommes dans le domaine du partenariat gagnant-gagnant. Donc, il ne faudra pas croire que la Chine va venir régler tous nos problèmes. C'est à nous d'abord de nous engager, c'est à nous de savoir négocier, c'est à nous de faire en sorte que nos intérêts soient préservés. Et je crois que le partenaire chinois est ouvert à ce nouvel esprit-là. D'accord, oui, M. Koulibaly. Est-ce que le Burkina pourra relever donc ces défis dont vient de parler l'ambassadeur, c'est-à-dire bien négocier les accords donc, avec ce nouveau partenaire? Nous sommes bien obligés. Hein. Et je pense aussi que nous avons le potentiel pour le faire. Avec les explications qui sont données par la Chambre de commerce ici, on voit bien qu'ils ont anticipé sur la question et qu'ils sont fin prêts pour accompagner les autorités officielles dans les négociations, les premières négociations, pour entamer ces relations que nous allons avoir avec la Chine. L'ambassadeur a relevé la question des matières premières, notamment les minerais, pour lesquels la Chine est grande demandeuse aujourd'hui sur le plan international. Eh bien, vous savez que le Burkina est un pays minier par excellence et que jusque-là, il y a je me dirais, une sous-exploitation, en tout cas du point de vue des retombées sur les ménages. La population ne sent pas beaucoup. Peut-être qu'il faut passer à un niveau plus élevé d'exploitation minière pour que cela puisse se ressentir. Et vous savez, les dimensions géopolitiques de la question minière. Le Burkina, aussi bien que le Niger et le Mali, est sur un trésor de gisements miniers. Vous connaissez très bien la question des Thessalites, par exemple, entre le Mali et l'Algérie, qui rassemblerait presque tous les minerais du monde à ce niveau-là, et qui fait en sourdine les convoitises à la fois des États-Unis, de la Chine, de la Russie et des djihadistes. Donc, ce n'est peut-être pas seulement des aspects purement économiques qui sont derrière ce changement de cap diplomatique que nous sommes en train de faire. Il y a aussi, je suis sûr, des dimensions géopolitiques liées à la question du terrorisme, la question de la stabilité et du développement dans nos différents pays. Et moi, je suis assez content que le gouvernement soit finalement ait posé cet acte-là, parce que, bon, dans la flopée de situations désagréables que nous vivons, c'est quand même bon de ressentir que quelquefois, il y a des choses qui sont faites dans le bon sens. Et ici, avec l'accompagnement des acteurs qui sont pertinents, je suis sûr que le gouvernement va réussir à faire avancer les choses et à nous faire décoller d'un point de vue de la mobilisation des ressources. Parce qu'aujourd'hui, avec le PNDS, on a vu, la mobilisation des ressources a été quelque peu difficile. Il faut peut-être passer avec des investisseurs directs, comme la Chine sait le faire, peut-être un peu aussi les Arabes par le passé. Mais la Chine, aujourd'hui, c'est un client qu'il ne faut pas négliger du tout en matière donc, de développement économique et industriel. D'accord, oui, M. Demé. Et tout à l'heure, vous avez émis des inquiétudes par rapport à nos étudiants
qui sont actuellement à Taïwan. Bon, moi, je pense que ces inquiétudes, il n'y a pas lieu, parce que j'ai reçu l'assurance que tous ces étudiants pourront s'inscrire directement en République populaire de Chine. La Chine les prendra tous en compte. Donc, j'ai eu cette assurance hier. Donc, à ce niveau, il n'y a aucune inquiétude pour cela. Et je sais qu'il y a des projets certainement qui sont en cours et que peut-être qui vont, à cause de la rupture des relations avec Taïwan, ça pourrait être abandonné, mais soyez-en sûrs, la Chine ne laisse jamais tomber ses amis. Donc, le Burkina n'a pas à s'inquiéter. La Chine va relever tous les défis compte tenu de cette rupture. D'accord. Alors, Et par rapport aussi au, comment on appelle ça, le domaine de l'eau précisément. Et c'est reste que il y a quelques semaines de cela, vous savez, aujourd'hui, nous avons des problèmes d'alimentation d'eau potable. Les barrages ne suffisent plus pour alimenter la ville de Ouagadougou. Il faut trouver d'autres mécanismes. Les Chinois ont cette expertise de faire des forations, comme ce qu'ils sont en train de réaliser présentement au Sénégal, des forations profondes, jusqu'à 1 km, 1,5 km, pour obtenir de l'eau, afin d'injecter dans le système d'adduction de l'ONEA pour pouvoir compenser, au moins pour pouvoir éliminer un tant soit peu les déficits d'eau que nous enregistrons présentement. Et à Dakar, ou du moins au Sénégal, l'exemple, c'est qu'ils ont réalisé 20 forages d'une capacité de 300 mètres cubes par heure pour chaque forage. Et ils ont fait une adduction d'eau qui marche présentement. Donc la Chine a la technologie de pouvoir travailler avec le Burkina pour régler certains problèmes qui sont très urgents. Et je pense que c'est au gouvernement burkinabé de savoir négocier pour que tout ça puisse se réaliser. d'accord, oui. Monsieur Hugo, avec vous, on va parler peut-être de vos souhaits, parce que c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, même si elle n'est pas aussi nouvelle que ça. Alors, quels sont vos souhaits? Quel accompagnement, en tout cas, vous attendez donc de la part des autorités publiques pour maximiser, en tout cas, vos profits, en tout cas pour profiter au maximum donc, de cette nouvelle porte qui s'ouvre de façon officielle? En tout cas, je vous remercie pour la question. Nous pensons que avec la Chine, comme avec les grandes nations, il faut que notre diplomatie s'entoure d'une assistance du secteur privé dans leur démarche diplomatique. Ils peuvent parler des accords, ils peuvent parler de la diplomatie, mais ils ne peuvent pas parler de l'économie à notre place. Je regrette, quand vous voyez le président Macron, il était en Chine hier, vous avez dû suivre, dans son pactage, il y avait des hommes d'affaires, le MEDEF était là. Les Américains, quand ils se déplacent, c'est la même chose. Parce que nous savons aujourd'hui les gros projets porteurs qui peuvent très rapidement permettre que l'argent descende dans les ménages. Notre problématique aujourd'hui, et comme pour un pays comme la Côte d'Ivoire, la macroéconomie peut développer les structures, peut développer des ponts, peut développer des routes, mais si la ménagère ne sent pas cet impact économique, vous ne réglez pas les problèmes économiques. Or, nous avons des mécanismes aujourd'hui, nous avons des projets que nous pouvons et des stratégies, parce que c'est qui négocie au final les problèmes d'argent? C'est nous. Le gouvernement négocie des projets de développement, mais il y a des moments où ils sont face à des murs parce qu'ils ont des langages feutrés. Nous, en business, ce n'est pas des langages feutrés. Ça marche où on s'en va. Ça fait que nous sommes en mesure aujourd'hui, sur les projets stratégiques, de conseiller le gouvernement d'aller dans un secteur ou dans tel autre. Vous avez parlé tout à l'heure des mines. Mais vous savez que le manganèse permet de faire des piles. C'est la seule ressource, la seule mine dans la sous-région capable de répondre à ce substitut. Les piles fabriquées en l'état ne sont pas du tout aux normes et sont anti-écologiques. La seule matière première qui peut répondre dans le monde, et la Chine a un viseur clair sur le manganèse, depuis mon enfance, on parle de ce gisement qui n'a jamais pu voir le jour. Le moment est venu qu'un dossier comme ça soit dans les prioritaires.
le contournement, le fameux projet des rails, c'est des sujets qui touchent plusieurs nations et qui touchent le pays en termes de désenclavement. C'est un pactage que nous pouvons mettre et avec une contribution concrète du secteur privé, parce que nous pourrons porter des projets qui déchargent le gouvernement de son niveau d'engagement au niveau du FMI, soit par des BOT, soit par des PPP, où ce secteur privé-là va permettre de booster sérieusement l'économie. Notre demande au gouvernement, c'est que ce soit pour la rencontre prochaine en septembre, ou même un peu avant, qu'il y ait des missions très techniques où nous allons aller discuter avec les hommes d'affaires chinois en compagnie du gouvernement, ou quand ils vont pour leur déplacement diplomatique, puis nous donnent une petite place pour que nous puissions apporter notre expertise, parce que le combat politique aujourd'hui n'est plus seulement que politique, il est économique d'abord. D'accord. Oui, M. Koulibaly. Oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, en ce sens que, à mon avis, ce qu'il reste aujourd'hui à résoudre, c'est de peut-être mettre la pression sur notre gouvernement pour que ce nouveau partenariat qui se dessine, qui n'est pas un partenariat quelconque, hein, il faut le reconnaître du point de vue de l'envergure de ce nouveau partenaire-là, pour que le gouvernement adopte des approches modernes, des approches fonctionnelles, hein, qui fassent que on fasse contribuer ceux qui ont l'expertise sur des questions précises. Et non pas se confiner dans une approche partisane. Hein, je suis obligé de le dire pour que cela arrive à certains niveaux, qu'il y ait des changements, afin qu'on puisse tirer profit vraiment de la chose. Et quand on parle de l'eau qui est tirée à grande profondeur, chez nous, l'eau, la vraie eau se trouve dans le Sahel. Du coup, ça nous fait dire qu'aujourd'hui, il faut résoudre cette question très rapidement et mettre à contribution des acteurs qui, peut-être on ne le soupçonne pas aujourd'hui, mais peuvent faire beaucoup de contributions. Et dans les passations des contrats, effectivement, les grandes puissances aujourd'hui, quand les chefs d'État se déploient, ils se déploient avec une armada d'hommes d'affaires dans l'avion présidentiel. Plus de 100 opérateurs économiques qui étaient avec Macron. Ils sont plus de 200 quand Donald Trump se déplace. Poutine, pareil. Du coup, je ne vois pas pourquoi nous, qui sommes plus dans le besoin de survie que ces pays-là, nous n'exploitons pas ces méthodes, c'est juste des méthodes de travail, plutôt que s'échiner dans certains domaines que je ne trouve pas très pertinents. D'accord. Oui, monsieur l'ambassadeur. Oui, je crois que la question qui est posée est très pertinente. Et je pense aussi que du côté des gouvernants, pas seulement au Burkina Faso, mais partout ailleurs, on a pris conscience de la nécessité de spécialiser les rôles. Le rôle du gouvernement, c'est d'ouvrir les portes. Et vous voyez, dans le temps, pour rappeler une situation qui prévalait, c'était l'État commerçant, c'était l'État industriel. Combien d'usines ont été ouvertes après les indépendances, qui étaient propriété de l'État du Burkina Faso ou de la Haute-Volta à l'époque, et qu'on a été obligé de fermer ou de privatiser par la suite. C'est parce qu'on s'est rendu compte que l'État n'est pas un État commerçant, ça ne marche pas. Il y a le privé qui fait le commerce, il y a le privé qui fait l'industrie. Dans le cas présent de l'ouverture vers notre nouvel ami ou notre nouvel ancien ami, la Chine de Pékin, il s'agit d'aller dans le concret. En Chine, c'est comme ça. Qui vous connaissez du gouvernement chinois ici? Et pourtant, que nous connaissons nous pas comme produits chinois. Combien d'hommes d'affaires chinois sont ou viennent tout le temps à Ouagadougou? Je crois qu'il y a les relations d'État à État qui ne doivent pas du tout remplacer les relations de privé à privé. C'est par ces relations-là que le pays réellement va se développer. Quelqu'un a parlé du panier de la ménagère. C'est par ces relations avec les privés ou l'association des privés que nous allons tirer le meilleur profit de nos nouvelles relations avec la Chine populaire. Oui, M. Demey voudrait ajouter quelque chose à cet aspect de la question. Non, c'était pour toujours aller dans le sens des capacités de la République populaire de Chine, parce que tout récemment, je disais, par exemple, pour le cas de la Côte d'Ivoire, le 3e pont qui est en voie d'être construit
et qui serait financé à 105 milliards, le quatrième pont, à 105 milliards de francs CFA. Il faut dire que sur le plan des capacités financières de la Chine, je pense qu'il ne faut pas avoir de doute, c'est un partenaire stratégique. D'accord. Alors nous tirons vers la fin de cette émission. On va peut-être vous permettre de faire un dernier tour de table parce que c'est une question qui est assez importante. Donc de faire un tour de table pour expliquer, en tout cas donner votre vision de cette nouvelle alliance que le Burkina Faso vient de nouer avec la Chine populaire. Oui, M. Coulibaly, comment vous voyez donc l'avenir donc des relations entre le Burkina Faso et la Chine populaire? Moi, je veux résumer nos échanges de ce soir pour dire que la reprise des relations diplomatiques avec la Chine populaire est un bon point. Je veux être ferme sur ce point pour qu'on ne revienne pas trop là-dessus. C'est un bon point. Maintenant, comment nous capitalisons cette opportunité? C'est là le défi et le challenge qui se posent au Burkina Faso. Et c'est là où le gouvernement a un rôle important à jouer. Nous savons qu'ils vont s'entourer peut-être des expertises qui sont disponibles au niveau des entreprises, au niveau du social, au niveau peut-être sécuritaire aussi. Il faut penser à toutes les dimensions. Mais je crois que nous sommes ici en face d'un bon partenaire qui a les capacités de répondre à nos différents besoins. C'est à nous de pouvoir profiler notre demande et surtout de négocier utilement les différents contrats que nous allons avoir avec la République populaire de Chine. Et là-dessus, je pense que tant que le gouvernement va maintenir ses caps, il aura le soutien de la plupart des fils du Burkina Faso et toutes les expertises qui peuvent être mobilisées, je pense qu'il faut les mobiliser. D'accord, oui, M. Demé, comment le Burkina et la Chine, bien sûr, peuvent tirer réellement profit donc, de ce nouveau partenariat, de ces nouvelles relations diplomatiques? Et moi, je n'ai aucun doute, à partir du moment où ça fait quand même 15 ans que je suis pratiquement le plus souvent en Chine ou bien à travers les consulats des pays limitrophes, je connais les capacités de la Chine. Je connais la mentalité de la République populaire de Chine. C'est un partenaire crédible, il faut le souligner. C'est un partenaire stratégique. Ils sont dignes de confiance. Au gouvernement burkinabé de savoir négocier ces projets, de mettre l'intérêt de la population avant tout, de mettre l'intérêt de l'État burkinabé avant tout et de savoir négocier. Voilà. D'accord, oui, M. Hugo. Oui, ben écoutez, je pense que nous ne pouvons que saluer et féliciter le gouvernement burkinabé pour cette décision douloureuse mais courageuse, car les intérêts d'une nation ne sont pas à brader avec les intérêts individuels. Je pense que ce que le président Kaboré a dû prendre en compte, c'est déjà le fait que le secteur privé à 90% travaillait déjà avec la Chine populaire et qu'à un moment, lui, ses intérêts personnels ou l'intérêt des membres du gouvernement n'était pas à mettre en avant, il a mis l'intérêt de l'État burkinabé en avant. Ça, c'est déjà une bonne chose pour nous. Néanmoins, je pense que le président Kadhafi est en voyage. Nous allons avoir une réunion du bureau à la fin de ce mois. Moi, je vais proposer que nous fassions une mission en relation peut-être avec les affaires étrangères ou le ministère du Commerce pour déjà commencer à voir ce qui va se passer. Parce qu'il est clair que nous sommes le dernier arrivant en Afrique. Ce forum de septembre, je ne suis pas sûr qu'on nous donne l'espace que nous souhaitions. Et il faut que nous changions, il faut que le Burkinabé soit conquérant. Nous avons tendance à attendre qu'on nous tende la main. Nous allons essayer de faire une mission économique, probablement en relation avec le point focal, M. Témé, mon jeune frère, et voir avec lui comment nous allons toucher les bonnes personnes pour déjà qu'en juillet, août, on sache que le Burkina va être présent, avec ou pas le gouvernement burkinabé, je n'en sais rien, mais nous, en tout cas, au plan économique, que nous ayons une délégation puissante avec des dossiers valables pour être présent en septembre et marquer définitivement le territoire et les ambitions que le Burkina se fixe et probablement présenter les projets que déjà le secteur privé pourra avoir dans les tiroirs vis-à-vis de l'État chinois en attendant que le gouvernement se mette en ordre de marche. Oui, alors, Monsieur l'ambassadeur, vous avez donc
le dernier mot avant la clôture donc, de cette émission. On rappelle juste qu'il y a le Swaziland hein, qui est toujours avec la Chine, Taïwan. Disons en ce qui nous concerne que la décision qui a été prise hier par le gouvernement du Burkina Faso était une décision pertinente. Et je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, comment nous allons rentabiliser nos relations avec le nouveau partenaire? Je crois que nous devons le faire dans la lucidité. Il faut savoir que les temps ont changé. Il y a 25 ans, les réalités n'étaient pas les mêmes à l'époque qu'elles le sont aujourd'hui. Il y a 25 ans, le monde était régi par les idéologies. Depuis la chute du mur de Berlin, il n'y a plus d'idéologie. C'est un monde d'intérêts. Chacun lutte pour préserver, dans la dignité, certes, ses intérêts. Et allons-y avec le nouveau partenaire, quand bien même ça s'appelle encore République populaire de Chine, régie par le Parti communiste. Je crois que là-bas aussi, ils sont devenus plus réalistes et ils affrontent le monde avec moins d'idéologie, avec plus de réalisme, avec plus d'esprit de partenariat et de commerce. Et nous devons être animés des mêmes esprits et des mêmes idéaux. En tout cas, merci à tous hein, pour vos analyses, pour vos commentaires, en tout cas au sujet donc de la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Chine, Taïwan. Merci en tout cas pour vos différentes contributions. Mesdames et messieurs, nous sommes donc au terme de cette émission spéciale qui était consacrée donc à ce sujet d'actualité. Nous espérons que vous avez donc tiré assez d'éléments qui vous permettront donc d'affiner vos différents avis plutôt. Alors, restez en compagnie des programmes de la RTB.